la une de l'actualité, ce lundi, les femmes ont détruit un blindé de la MINUSMA rempli d'explosifs détenus par les terroristes lors de leur avancée vers Kidal. Les mouvements s'effectuent avec professionnalisme et les femmes tiennent à rassurer les populations. 120 marcheurs ont pris la route pour le pèlerinage chrétien catholique de Kita. Le top départ a été donné ce matin à Kati, devant l'église catholique en présence des autorités politiques et administratives. Les pluies se font rares maintenant, mais ce n'est pas la fin de l'hivernage. Mali Météo prévoit encore des pluies, surtout dans la partie sud du pays. La directrice des prévisions s'est exprimée au micro de nos reporters. Vous l'entendrez dans ce 20h. Maladie hémorroïdaire, on en parle en fin de journal dans Focus Santé. Un véritable problème de santé publique. Constipation, saignement anal ou encore douleur pendant le soulagement sont les symptômes de cette maladie. 20h à Bamako, même heure à Kidal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1, une édition que nous commençons avec la progression des femmes à Kidal. La vigilance des forces armées maliennes a permis de détruire un blindé de la MINUSMA bourré d'explosifs détenu par les terroristes ce lundi au cours de leur avancée vers Kidal. Les femmes rassurent les populations que les mouvements s'effectuent avec professionnalisme. Retour sur une journée d'opération avec Ibrahima Traoré. Région de Kidal, face à la puissance de feu des FAMA, les dernières poches de résistance des groupes armés terroristes tombent les unes après les autres. Les forces armées maliennes continuent de débusquer les terroristes aux abords de la ville de Kidal. Ce mouvement des FAMA a repris plus tôt dans la journée au sol et dans les airs. Une opération aéroterrestre qui a permis de déjouer sans difficulté majeure une série d'embuscades de la coalition des groupes armés terroristes dans les zones accidentées de la région. La précision des frappes est sans commentaire. Autre fait marquant ce lundi, au cours de leur avancée vers Kidal, la vigilance des FAMA a permis d'identifier et de détruire un véhicule blindé de la MINUSMA, un véhicule qui était bourré d'explosifs aux mains des terroristes. Cette opération stratégique en cours dans la région de Kidal vise la restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. L'état-major général des armées rassure et multiplie les appels aux populations à ne pas céder à la panique. Les habitants de Kidal sont exhortés à arrêter les actes de pillage et de vandalisme dans la ville. Toutes les dispositions sont prises également par les FAMA pour éviter le saccage de la ville par les groupes armés terroristes, assurance de la hiérarchie militaire. Et dans des communiqués déposés à notre rédaction, le collectif pour la défense des militaires CDM, le Grand Forum du Mandé au Mandé Bloba, salue la progression victorieuse des FAMA sur le terrain des opérations militaires dans le nord du pays. Ils invitent le peuple malien à la résilience et à l'unité avec les autorités de la transition et les FAMA. Parlons également de cette visite du colonel Ibrahim Samassa au camp de Gao. Vous le savez certainement, c'est le nouveau commandant de région militaire numéro 1. Il est donc allé s'imprégner des conditions de travail et de vie des troupes. Un reportage de la DIRPA avec la voix de Aliou Idrissa Maïga. En effectuant cette visite de terrain, le nouveau commandant de la région militaire numéro 1 et chef secteur 1 de l'opération Maliko veut prendre contact avec les troupes, mais aussi s'imprégner des conditions de travail des hommes et recenser les préoccupations. Il était de mon devoir, après la prise de commandement le 7, de rencontrer la troupe, à savoir les différents régiments et services de soutien de la région militaire, pour s'enquérir de leur manière de travailler, de leurs besoins, de leurs difficultés. J'ai commencé par le 17e régiment du génie, en passant par les transmissions, le 16e RTE, le 14e RB, la DCA, et pour finir avec la DMHTA. Cette visite de terrain a permis au nouveau commandant des zones de constater le moral des hommes engagés pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. J'ai vu des hommes engagés qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je profite de l'occasion pour les féliciter et donner un peu ma vision du commandement. Je les ai dit que je préconiserai le commandement de proximité.
Je serai avec eux. On va essayer de voir à court, moyen et long terme ce qu'on pourra faire. Le Mali est à une période charnière dont l'armée est l'épine dorsale. Le peuple malien compte sur nous. Pour réussir notre mission, il faut l'unité, la cohésion, l'entraide entre les hommes. Le commandant de zone a, au cours de cette visite, rassuré les hommes qu'il est venu pour la continuité et l'amélioration de leurs conditions de travail. Et en images, formation du personnel d'appui du cabinet de la primature, du cabinet de défense de la primature et du personnel en charge de la gestion de la cité administrative. Il s'agit à travers cette formation d'outiller les participants pour qu'ils répondent efficacement aux besoins de l'administration et des usagers. Une formation organisée par la primature. À présent, écho de la visite du ministre de l'Économie et des Finances à la tête d'une forte délégation à Moscou. Un mois après sa dernière visite dans la capitale russe, la délégation est allée faire un suivi des engagements pris avec la partie russe. Et cette fois-ci, le Mali prendra part au Forum international et exposition transport de Russie qui se tiendra du 14 au 16 novembre 2023. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté et Ibrahima Koulibaly. Dans l'établissement de relations économiques durables et mutuellement avantageuses entre les deux pays, Maliens et Russes sont décidés à accélérer la cadence. Moins d'un mois après sa dernière visite dans la capitale russe, la délégation de haut niveau, conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, est de retour à Moscou dans le cadre d'un suivi des engagements pris. On se rappelle qu'une douzaine de mémorandums d'entente avaient été signés dans des domaines comme la géologie, la recherche et l'exploitation minière, les énergies renouvelables, le nucléaire, sans oublier l'approvisionnement du pays en engrais, en blé, mais aussi en hydrocarbures. Pour approfondir les discussions techniques et avancer dans la mise en œuvre des accords conclus au cours de la précédente visite, des experts et autres spécialistes des secteurs concernés se sont joints à la délégation ministérielle. Déjà, on signale des avancées significatives sur les questions d'approvisionnement du pays en denrées stratégiques avec l'imminence de certaines livraisons. Au menu également du séjour moscovite de la délégation de haut niveau, des visites de terrain pour une meilleure compréhension des sujets abordés, notamment en matière d'affinage. Si la mission est très attendue sur les questions liées aux mines, aux énergies renouvelables, aux engrais, aux hydrocarbures, elle ne le demeure pas moins sur celle des transports avec les projets de nouvelles compagnies aériennes et de tramways en gestation. Il faut ajouter à cela la coopération dans le domaine ferroviaire avec la rénovation des rails et la fourniture de nouvelles locomotives. D'ailleurs, il est prévu ici une participation du Mali au Forum international et exposition transport de Russie prévu du 14 au 16 novembre. Événement clé de la semaine russe des transports, le forum est consacré au développement et à la fonctionnalité des transports routiers, aériens, ferroviaires, maritimes et fluviaux, tandis que l'exposition présente les derniers développements et les innovations dans le secteur des transports. Bref, la visite s'annonce très chargée avec comme objectif de poser des actions concrètes dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre le Mali et la Fédération de Russie. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a lancé les activités des volets aviculture et aquaculture du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles. Ce programme couvre plusieurs activités, notamment la construction d'infrastructures, la formation professionnelle des acteurs de l'élevage et de la pêche pour un coût de plus de 15 milliards de francs CFA. Reportage Youssouf Diakité à Loubé-Koné. Ceci est une bonne nouvelle pour le secteur de l'élevage et de la pêche. Le démarrage des activités du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles du Mali. Plus de 2 millions de familles doivent directement bénéficier de ce programme. Nous avons pensé qu'il faut aller vers le renforcement de capacités des différents acteurs, notamment étatiques, des acteurs de la production, de toute la chaîne de valeur de ces deux filières-là, et d'autres personnes, d'autres intervenants qui viennent en appui à la filière avicole et aquacole. Dans ce cadre-là, nous avons prévu, par exemple, dans le cadre du renforcement des acteurs étatiques, les formations à l'endroit des services techniques, la construction ou la réhabilitation des bâtiments techniques, au niveau des acteurs privés,
surtout l'accompagnement dans le cadre de la production pour un coût de réalisation de 15 milliards 300 millions avec une participation de la BID de 14 milliards 800 millions et une participation du gouvernement malien de 513 millions. Ce projet est financé par la BID à hauteur de 22,6 millions d'euros, soit environ 14,7 milliards de francs CFA, à travers le modèle innovant du fonds LLF, Life and Livelihood Fund, qui permet au projet de bénéficier d'un don représentant 35% du financement de la BID. La zone d'intervention du projet est le Sahel occidental, qui comprend les régions de Kaï, Nioro, Koulikoro, Nara et Ségou. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a insisté sur la réalisation des différentes activités contenues dans le programme. Nous attendons donc de cette seconde phase une réelle transformation des systèmes de production induisant une nette amélioration des conditions socio-économiques des communautés rurales. Aussi, j'invite l'équipe technique du projet à maintenir la dynamique enclenchée pour améliorer la production et la productivité des systèmes de production, faciliter l'accès des acteurs des filières animales et aquacoles au financement et lutter efficacement contre la maladie aviaire. L'un des piliers du programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles du Mali, c'est de contribuer à la valorisation du secteur élevage et pêche en vue d'accroître la productivité au bénéfice des acteurs. 4 ministres du gouvernement étaient ce matin à Samanco. Ils sont allés constater l'occupation illégale du titre du périmètre agricole de Samanco. Sur place, les ministres ont ordonné l'arrêt immédiat des travaux de construction et instruit l'annulation des titres fonciers attribués. Une décision du président de la transition. Les détails avec Aguibou Koulibaly. Le problème foncier constitue l'un des principaux maux dont souffre le Mali. Un exemple frappant est l'occupation anarchique du site de l'ICRISAT et de l'IER à Samanco avec des morcellements et bornages effectués sur le site. C'est ce qui justifie la visite de 4 ministres sur ce site à Samanco pour constater de visu la situation qui prévaut sur le terrain. La visite du site de Samanco, c'est pour exécuter une instruction reçue du président de la République que nous avions saisi par rapport au désarroi des chercheurs nationaux et internationaux qui sont installés au niveau de Samanco, notamment l'ICRISAT, l'IITA et World Veg. Et récemment, ils ont été saisis par une entreprise qui prétend qu'il est mandataire pour la réalisation de 1000 logements au niveau de Samanco. Et qu'à cet effet, les espaces qui leur sont donnés font partie du domaine qui doit être aménagé à des fins d'habitation. Alors quand nous avons reçu l'information, nous nous sommes transportés chez le président de la République pour lui expliquer que ça serait quand même un certificat de décès qu'on signe pour notre recherche. Parce que qui parle d'agriculture parle de domaine agricole. S'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas d'agriculture. C'est un site qui a été immatriculé en 1936 et c'était une cisellerie où sur les 1700 hectares que faisait le site, effectivement on cultivait du cisal et on fabriquait des sacs. Voilà, donc cette entreprise à qui appartenait ce site au moment de l'indépendance, l'État du Mali a acquis le site et a consacré ça vraiment aux activités agricoles, à la recherche agricole. Donc il se trouve que malheureusement, on a créé des titres fonciers au profit des sociétés et au profit des particuliers pour réaliser des maisons. Et cette opposition que le ministre de l'Agriculture vient de l'idée a été apportée à la connaissance du chef de l'État. Voilà, donc il a mandaté pour venir dire à tous ceux qui ont des droits ici que ces droits-là, on va voir comment trouver la solution à ça, mais que le site reste pour la recherche agronomique. Selon les ministres en charge de la justice et de la sécurité, leur présence se justifie par l'engagement du président de la transition à faire libérer le site de Samanco. Tous ceux qui ont des droits de quelque nature que ce soit, ils doivent arrêter toutes les réalisations qu'ils sont en train de faire sur ces sites-là. Donc nous avons constaté que des arbres ont été coupés, des semences, des cultures ont été ravagées. C'est vraiment dramatique. C'est des choses qui n'auraient pas dû arriver.
Mais je crois que la faute doit être recherchée au moment de l'attribution. Donc ces terres ont été attribuées en Conseil des ministres. Donc c'est là-bas qu'il faut rechercher l'origine. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, ces terres reviennent à leur vocation initiale, celle de servir d'espace de recherche, d'expérimentation et de production agricole. Donc c'est ce que le président a instruit et c'est ce qui va être fait. Donc le vérificateur général est déjà sur le dossier. Il est en train de poser des actes pour vérifier les conditions dans lesquelles ces terres ont été attribuées et les responsabilités vont être situées. Mais dans l'immédiat, ce qui est surtout important, c'est de demander à tous ceux qui sont sur les sites, tous ceux qui sont en train de faire des réalisations, tous ceux qui ont des documents de quelque nature que ce soit et qui envisagent de faire des réalisations, de tout arrêter. Je suis aujourd'hui accompagné par le directeur général de la police, le chef d'état-major de la garde nationale. Nous allons faire en sorte que les travaux sur la zone s'arrêtent. Nous allons veiller, nous allons mettre en place des patrouilles régulières. Nous allons aussi prendre des contacts utiles. À chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'on soit rapidement informé et les personnes qui vont vouloir continuer à faire des réalisations sur la zone soient interpellées et mises à la disposition de la justice. Ces instructions fermes et claires, nous les avons reçues de la part du chef de l'État et ces instructions, nous allons les respecter pour que vraiment ce site reste un site dédié à la recherche agricole. Face à cette situation, il conviendrait de renforcer la législation pour la rendre plus dissuasive pour protéger les propriétaires qui sont victimes de squats de leurs terres agricoles. Assemblée générale consultative de l'interprofession avicole, occasion pour ces femmes et hommes qui évoluent dans ce secteur de se retrouver pour évoquer les défis, enjeux et perspectives de leur filière aujourd'hui dans une impasse caractérisée par l'arrivée des poulets de chair. Reportage Boubacar Kanouté. Un bureau consensuel de 26 membres dirigé par Sanoko Diarata Traoré préside désormais aux destinées de l'interprofession de la filière avicole. C'est ce qui ressort de cette assemblée consultative de la filière. De nouveaux jalons seront posés pour booster davantage le secteur pourvoyeur d'emplois. Sans tabou, les acteurs de la filière ont dénoncé la concurrence déloyale faisant allusion à l'importation frauduleuse des poulets de chair. Toute chose qui impacte les investissements locaux. Cette filière qualifiée de moderne, dans notre jargon, regroupe à ce jour 2360 producteurs d'œufs de consommation. En 2022, ces producteurs ont produit 1,23 730 650 œufs pour un effectif de 4 14 630. 1500 producteurs de poulets de chair qui ont produit en 2022 13 196 tonnes de viande de volaille. Les autorités entendent mettre en place de nouvelles alternatives pour une meilleure organisation du secteur, estime le ministre de la tutelle. La filière avicole est un pilier du système de production du sous-secteur de l'élevage du Mali, toute chose qui explique la forte implication du département à travers la DNPA et le panel M dans le processus de formalisation de la dite filière. Cette réforme structurelle de la filière nécessite un plus grand professionnalisme. Le panel Mali est un partenaire de taille qui accompagne les interprofessions pour redorer leur blason, tout en permettant aux acteurs de se frayer un chemin. Une des composantes du PADEL, c'est l'appui à l'investissement privé. Et l'investissement privé, il faut l'organisation économique aussi des filières. Et dans le cadre de l'organisation économique des filières, nous appuyons la structuration des filières d'élevage. Nous avons 4 filières d'élevage que nous avons soutenues pour leur structuration pour aller à l'interprofession. Les participants sont venus de toutes les régions du pays, tous animés par l'esprit de faire développer cette filière afin de contribuer au développement socio-économique du pays.
Je le disais dans les titres, beaucoup de Maliens se posent la question, est-ce la fin de l'hivernage avec la rareté des pluies? Eh bien, Mali Météo nous signale que des pluies sont encore attendues dans certaines parties du pays, surtout dans la partie sud. Notre équipe de reportage est allée voir Aliou Abdoulaye Touré. Est-ce que les prévisions météorologiques se sont révélées justes en matière de précipitations? Certainement oui, selon les explications de la directrice des infrastructures et prévisions météorologiques de Mali Météo. Ce que nous avons prévu au début de l'année, c'est-à-dire au mois d'avril, c'est une saison assez longue, un début précoce et une fin tardive. Sur l'ensemble du territoire, c'est ce que nous avons constaté. Quand nous prenons par exemple à Bamako, nous avons prévu que la saison sera longue. La date moyenne de fin de saison à Bamako, c'est le 4 octobre. Et la dernière pluie à Bamako qui est tombée le 29 octobre. Ça veut dire que la saison a été assez longue au niveau du district de Bamako et ses environs. Cependant, des pluies sont annoncées dans certaines localités du pays. À la date d'aujourd'hui, la saison de pluie continue dans certaines localités du pays, notamment dans la région de Bougouni et Sikasso. Quand vous prenez la région de Bougouni, la date de fin normale de saison de pluie est le 19 octobre. Et jusqu'à présent, la pluie continue dans la région de Bougouni dans certaines localités. Donc ça veut dire que ce que Mali Météo a prévu en début de saison, c'est ce qui s'est réalisé dans l'ensemble de nos régions, y compris le district de Bamako et ses environs. Face à cette situation, la directrice des infrastructures et prévisions météorologiques de Mali Météo invite la population à plus de précautions. Comme recommandation, nous disons sur l'ensemble du territoire, nous demandons, surtout les localités de Bougouni et Sikasso, nous demandons à chacun de prendre des précautions par rapport à ces pluies qui vont venir, de prendre des précautions pour que ces pluies ne nuisent pas aux productions agricoles et tout ce qui est source d'économie, et aussi de prendre des précautions, de protéger les enfants par rapport à ces changements de température qui vont survenir aussi sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, elle invite la population à écouter les informations météorologiques pour être au parfum de l'actualité. Le ministre des Maliens, établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, a effectué ce matin une visite à 2 organisations d'aide aux migrants. Moussa Agatayer veut renforcer le partenariat entre son département et les associations de défense des droits des migrants. Le point avec Abdul Karim Kaba. On est décidé et on est déterminé à changer les choses dans le cadre de la défense des droits des migrants et la question des Maliens établis à l'extérieur qui sont des priorités pour les autorités de la transition. C'est en ces termes que le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a entamé sa visite à l'Association malienne des explicites. Cette organisation est créée depuis 1996 par des migrants de retour au Mali. Notre organisation est une organisation créée il y a un peu longtemps, depuis en 1996. On travaille sur la question de la migration et surtout 2 grands volets, qui est la défense des droits des migrants et d'aide d'urgence humanitaire. Donc aujourd'hui, la visite nous a permis de montrer le centre d'accueil des migrants au sein du logo de l'AME. Ça nous encourage énormément, ça nous donne beaucoup de force. La visite des lieux et une remise d'attestation pour les migrants formés ont été les faits marquants. Donc c'est un exemple de résilience, un exemple d'espoir et un exemple d'engagement. Ces membres sont un exemple parce qu'ils ont refusé la défaite. Quand on est expulsé, généralement, on est démotivé. Mais eux, à leur retour, ils ont créé une association, ils se sont battus. Autre lieu, autre réalité, toujours dans le cadre de la défense des droits des migrants, le centre d'accueil et d'hébergement des migrants de Enda Mali a été aussi visité par le premier responsable du département en charge des Maliens établis à l'extérieur. Que de joie et de reconnaissance des locataires des lieux en recevant le ministre. Nous sommes très ravis ce matin d'accueillir un des premiers responsables de notre pays, surtout le département des Maliens de l'extérieur. Parce que, comme vous le savez, comme on l'a si bien expliqué au ministre, nous avons dans le quotidien ce travail que nous faisons avec les enfants et jeunes, mais toujours dans la complémentarité de la politique nationale du gouvernement du Mali. Ce que nous vivons tout de suite ici à Enda Mali, c'est un cas particulier. Donc nous sommes venus voir ce qu'ils font au service vraiment de ces jeunes. Vous aurez remarqué que nous avons ici, nous sommes venus trouver une dizaine de mineurs
des mineurs burkinabés qui ont été victimes d'exploitation et qui étaient acheminés par quelqu'un vers les mines pour qu'ils soient exploités. Donc c'est vraiment de l'exploitation des mineurs. Il s'agit à travers cette visite de voir comment harmoniser et intensifier la lutte pour la défense des droits des migrants et aussi leur insertion et leur intégration. Rendons-nous à Ségou pour parler de la 49e réunion annuelle des services des routes. Il ressort de cette réunion que le ministère des Transports et des Infrastructures doit mobiliser plus de 95 milliards de francs CFA pour la construction et l'entretien des routes à travers le pays pour l'année 2024. Seulement 15 milliards de francs CFA sont disponibles. Les détails avec Ramata Konaté et Karamogo Traoré depuis Ségou. Au total, 7 recommandations sont issues de la 49e réunion annuelle des services des routes. Parmi ces recommandations, la mise en place d'un mécanisme de sécurisation des emprises. Le rehaussement des ressources allouées à l'entretien routier à travers l'application du taux minimum communautaire de la RUPP, soit 30 francs le litre de carburant. L'amélioration du niveau des services des routes et la préservation du patrimoine routier. Le renforcement des capacités des acteurs de l'entretien routier, la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes d'entretien routier, la poursuite de la modernisation et de la digitalisation des postes de péage. Les 3 jours d'échange et de réflexion ont aussi permis de faire le bilan des activités 2023, dont la construction et la réhabilitation des routes dans plusieurs localités du pays. Si des résultats encourageants ont été observés enregistrés ces dernières années, le chemin reste encore long pour doter notre pays d'infrastructures routières adaptées et de qualité. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour inviter la Direction générale des routes, la Géoroute, à plus de rigueur dans le suivi de l'exécution des travaux. Les échanges ont aussi porté sur la planification 2024. Il ressort que pour un montant prévisionnel et réel pour les travaux d'entretien routier pour l'exercice 2024, d'un montant de 95 milliards 805 691 374 francs CFA, seulement 15 milliards de francs CFA disponibles pour le moment alloués aux travaux d'entretien pour 2024. Aussi, j'en appelle au Fonds d'entretien routier d'explorer davantage de nouvelles sources de financement innovants. J'invite également l'ensemble des acteurs, à savoir l'administration des routes et les attributaires des marchés et des contrats, à travailler dans une synergie d'action pour plus de performances. La recherche de financement résonne donc comme l'un des grands chantiers de l'année à venir, une urgence à résoudre pour la construction et l'entretien des routes à travers le pays. L'actualité, c'est également le pèlerinage chrétien catholique de Kita. Les marcheurs ont pris le départ ce lundi matin à partir de l'église catholique de Kati. Les autorités politico-administratives à la communauté leur ont souhaité une bonne route. Reportage à Fadeba Keita. La croix du Christ, principal symbole du christianisme soulevé, les barges du pèlerin au cou, les 320 pèlerins marcheurs avancent en évoquant la Vierge Marie à travers des cantiques, des chants de rémission des péchés. Ils ont près de 180 km à parcourir avant de rallier Kita où se tiendra le 52e pèlerinage chrétien catholique édition 2023. Sur la route, toutes les dispositions sécuritaires sont prises, rassure le président du comité d'organisation du pèlerinage. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils vont. Il faut tout faire pour que rien ne les fasse dévier de leur objectif. Ils sont allés pour prier, ils sont allés pour chercher des grâces. Ils n'ont qu'à tout faire pour que rien ne puisse gêner cela. C'est des pèlerins comme des autres. Leur tarif n'est pas le même puisqu'eux, ils font la moitié du trajet à pied. Donc en matière de transport, ils payent la moitié. C'est le lieu de dire merci aux forces de sécurité par le canal du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette marche-là, c'est une marche de spiritualité, mais à côté de là aussi, c'est pour marcher pour la paix, la réconciliation et la solidarité. Donc on a demandé aux pèlerins qu'ils prient pour eux-mêmes, qu'ils prient pour Kati, qu'ils fassent des bénédictions pour le Grand Mali. À l'église et à mi-chemin, les officiants et les fidèles chrétiens implorent la Vierge Marie pour que les marcheurs atteignent la colline mariale de Kita
dans la quiétude. Chaque année, le ministère est sollicité par la communauté catholique et nous les accompagnons, principalement dans le cadre de la sécurité, les dispositions sécuritaires et aussi au niveau du trajet, l'aménagement de la voie, en rapport avec le ministère en charge des transports. Chaque année, nous apportons principalement ces deux appuis aux pèlerins marcheurs. Demandons à la Vierge Marie de nous assister, de nous aider sur ce chemin afin que nous soyons à bon port, selon son bon vouloir, pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Ce 52e pèlerinage chrétien catholique qui se tient les 18 et 19 novembre 2023 à Kita sera animé par les diocèses de Mopti. Une mission de communication terrain du projet d'appui au développement de l'élevage au Mali est à Koutiala. Constat, des acquis importants du projet sont enregistrés dans les filières lait, embouche, aviculture, agriculture et aquaculture. Ces résultats sont obtenus grâce à un appui conseil avec à la clé la mise en place des champs-écoles. Reportage à Brahima Kone. Après 5 ans de mise en œuvre, le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali PADEL-M a un grand nombre de bienfaits dans la région de Koutiala, d'où la capitalisation de ses acquis à travers cette mission de communication terrain qui a commencé dans la ferme agricole de Drissa Koulibaly, ici à Wolosso. Le PADEL-M nous a aidé à mettre en place un champ école producteur de lait et de cultures fourragères. Il nous a bien formés en insémination artificielle animale. Dans la ferme de Bey Kamara à Wolosso, tout comme au parc à bétail de Alimata Traoré, aux étangs piscicoles de Aruna Sanogo à Sinzina, à l'unité de transformation du lait translait de Kokokoro et à l'unité d'insémination artificielle de Moussabougou, les résultats du PADEL-M sont probants. Avec le PADEL-M, ils m'ont financé 1,8 million. Les codes-parts, c'est 200 000. Le tout, ça fait 2 millions. J'ai réparé mes étangs avec ça et le travail s'améliore jour et jour. Le PADEL nous appuie pour la pratique de l'insémination artificielle en nous donnant la moto et avec une boîte d'insémination artificielle, le matériel pour inséminer. Sur le terrain, la mission a pu constater chez les bénéficiaires du projet le renforcement de la productivité et de la commercialisation des produits d'origine animale. En matière de production animale, vous avez observé beaucoup de métis sur le terrain. Donc ce sont des acquis de l'insémination artificielle que le projet a eu franchement à appuyer. En termes de production de cultures fourragères, nous avons observé en tout cas beaucoup de champs où il y a plusieurs spéculations vraiment qui font la fierté en tout cas de l'aliment bétail. Pour mémoire, le PADEL-M a été mis en vigueur en 2018 pour une durée de 6 ans. Il compte aujourd'hui 340 000 ménages bénéficiaires directs au Mali. Une formation se tient à Bamako sur l'application IFM, une application qui permet de mieux gérer les urgences de santé publique. La formation concerne les acteurs de la santé. Plus de détails avec Fantama Manientao. Dans la perspective de mieux répondre aux urgences de santé publique, il est nécessaire d'introduire un système numérisé pour renforcer les capacités des acteurs de la santé. C'est dans ce cadre qu'une semaine de formation est mise en place par l'OMS Afro. Objectif, mieux outiller les participants en ce qui concerne l'utilisation de l'application IFM. C'est une application utilisée dans les centres des opérations d'urgence en santé publique pour gérer aussi bien l'information sanitaire, pour gérer les ressources humaines. Nous, au Mali, les départements des opérations d'urgence en santé publique, depuis un certain temps, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires pour avoir cette application. Ils nous ont appuyés durant 5 jours. Ici, nous allons former un certain nombre de personnes, y compris les experts en informatique. Le département en charge de la santé accorde un intérêt particulier à cette formation. Cette application sera introduite dans 5 pays de la CEDEAO, dont le Mali. Et on espère que vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient et que cette formation est une étape très importante par rapport à l'introduction de cet outil. L'outil IFM est une application développée par l'OMS Afro dans le cadre de la digitalisation des centres des opérations d'urgence de santé publique pour une meilleure prévention et de gestion des urgences de santé publique.
Voilà une formation sur l'application IFEM. Un mot de politique. 20e anniversaire du parti Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS qui a tenu sa première conférence nationale numérique à Bamako. Occasion pour les responsables du parti de passer en revue le bilan et les perspectives. Un reportage à Guibou Koulibaly. Les 20 ans du RDS, rôle d'un parti politique dans l'essor de la nation. Le thème est au centre de cette première conférence numérique du parti. Pour les initiateurs, l'analyse de notre société a abouti à l'élaboration du livre jaune, un livre qui contient 60 mesures phares autour de 7 piliers de développement. Donc notre conférence a un double objectif. Premièrement, se soucier du Mali, donc s'unir autour du Mali, de continuer à nous unir autour du Mali, de continuer à supporter notre armée, mais en même temps de penser à la population. Le livre jaune, c'est le programme, c'est notre vision. Les partis amis invités ont félicité le RDS pour la tenue de cette conférence nationale dans un contexte marqué par la léthargie des partis politiques. Un appel à l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi au Mali. Parce que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Le Mali vit un moment très dur. Et nous devrons regarder dans la même direction, unir nos efforts pour soutenir nos forces armées. Le comité exécutif a saisi cette occasion pour faire la relecture du règlement intérieur du parti et procéder au remembrement du bureau. L'Office central des stupéfiants vient de saisir une importante quantité d'arômes de chicha et beaucoup d'appareils chicha à la CI 2000. Valeur marchande des objets saisis, plus de 500 millions de francs CFA. Reportage à Bokari Koulibaly. Des centaines de cartons de produits narguilés entassés les uns sur les autres. C'est le butin saisi par l'Office central des stupéfiants. Une importante prise dont la valeur marchande est estimée à plus de 550 millions de francs CFA. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2023, nous avons procédé à une saisie importante de plus de 3000 cartons d'arômes et plus de 300 d'appareils chicha dans un dépôt temporaire à la CI 2000. C'est suite à nos surveillances quotidiennes sur le terrain que notre équipe a découvert ces produits conditionnés dans 2 magasins de fortune. Cette opération de grande envergure intervient suite à l'arrêté interministériel interdisant l'importation, l'exportation, la distribution, la vente, la consommation et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur l'étendue du territoire national. C'est ainsi que nous avons exploité avec tact une information selon laquelle que 2 magasins servant de dépôt de produits stupéfiants à l'ACIL 2000 existent. Aussitôt, nous avons conduit une mission pour procéder au démantèlement et saisie de ces produits stupéfiants. Selon les responsables de l'Office central des stupéfiants, un suspect est interpellé. L'enquête en cours devrait déterminer d'autres suspects impliqués dans ces trafics. Et la Société Neurochirurgie du Mali a organisé sa première journée. À travers cette journée, les neurochirurgiens du Mali veulent faire connaître leur spécialité. Reportage Abdul Karim Kaba. La promptitude, l'accessibilité et la rapidité, ces qualités ou qualificatives caractérisent les neurochirurgiens. Afin de mieux expliquer leur spécialité et leurs attributs, la Société Neurochirurgie du Mali a initié cette journée. La neurochirurgie, c'est la discipline qui s'occupe de la chirurgie du cerveau, de la moelle épinière et également du rachis. Les affections neurochirurgicales n'attendent pas. Plus vous faites le diagnostic tôt et que vous faites la prise en charge rapidement, mieux le résultat est bon. Les urgences neurochirurgicales et hématomes intracrâniens sont les thèmes abordés. Au Mali, les parcs automobiles maintenant grandissent tous les jours et les parcs pour les motocyclistes, n'en parlons pas. Et les règles de la circulation ne sont pas respectées, notamment le port du casque et l'excès de vitesse. Donc, ce qui fait que les accidents de la circulation routière sont très importants. Et ces accidents, par exemple, entraînent des traumatismes crâniens
et des traumatismes au niveau de la colonne vertébrale. Donc nous, on parle à la population pour que la population puisse comprendre que nous sommes là. En même temps, on fait passer le message pour que les gens puissent prendre vraiment les précautions. Créée en février 2018, la Société Neurochirurgie du Mali a pour but de renforcer la cohésion entre les neurochirurgiens et d'assurer la formation continue, d'où l'initiative du diplôme d'études spécialisées qui a démarré cette année. Focus Santé s'intéresse ce soir à une maladie extrêmement répandue dans la population et qui constitue un tabou jusqu'à présent. Il s'agit des maladies hémorroïdaires. Les études montrent qu'environ 70% des personnes ressentiront des symptômes au moins une fois au cours de leur vie. Et comme symptômes, nous pouvons retenir des saignements anaux et des douleurs au moment du soulagement. Cette maladie constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et Mamadou Sidibé. Quand je me soulage, j'ai remarqué du sang et senti des douleurs. Quand je partais à la selle, j'ai des problèmes au niveau, j'ai des douleurs, je traîne à pouvoir me soulager. Ces deux patients qui ont bien voulu garder l'anonymat souffrent de l'hémorroïde et suivent leur traitement dans un hôpital à Bamako. Cette maladie se caractérise par la dilatation des veines et des artères de la partie anale de l'homme ou de la femme. L'hémorroïde peut être interne ou externe. Les deux formules de la pathologie présentent des symptômes différents. Les hémorroïdes internes, c'est des hémorroïdes qui, au début, qui ne sortent pas. Le stade 2, c'est les hémorroïdes qui essayent, à l'effort de pousser, de sortir, mais qui rentrent spontanément après les selles. Le grade 3, c'est les hémorroïdes qui sortent, souvent on est obligé de faire rentrer par le doigt. Et les hémorroïdes externes, c'est les hémorroïdes du grade 4. Là, c'est totalement externe. Même avec le doigt, on ne peut pas faire réintégrer les hémorroïdes. Très souvent, on découvre les hémorroïdes à l'occasion d'un saignement anal. Et on peut avoir des démangeaisons ou des picotements au niveau de l'anis, ou souvent une sensation de chaleur anale. Les facteurs favorisant l'hémorroïde sont nombreux. Quand on prend les femmes, généralement c'est pendant la grossesse ou en fin de grossesse, au moment de l'accouchement ou même après l'accouchement postpartum que beaucoup de femmes font leurs hémorroïdes. Et il y a aussi le vieillissement du réseau vasculaire. Il y a les troubles intestinaux qui peuvent favoriser l'apparition des hémorroïdes, notamment la constipation. Parce que les constipés sont tout le temps obligés de pousser pour évacuer les selles. Et cet effort de pousser va mettre la pression au niveau de la partie basse, notamment au niveau du réseau veiné artériel et veiné au niveau de l'anis. Alors il y a d'autres causes, notamment l'obésité et la fréquence des hémorroïdes est fréquente chez les obèses et même certaines activités, les activités physiques, notamment ceux qui soulèvent les charges lourdes. Ensuite, il y a certaines activités telles que les activités qui sont liées à la position assise prolongée. Le traitement de la maladie va de la prise des médicaments à l'intervention chirurgicale. Cette seconde étape est considérée comme la dernière phase du traitement. Il y a des traitements qui sont basés sur le régime et le traitement basé sur des médicaments qu'on appelle les vénotonies. Il y a aussi le traitement endoscopie et le traitement chirurgical à la fin. Avant la chirurgie, c'est des traitements qui consistent à aller vraiment attacher les veines, les artères à l'intérieur de l'anis pour vraiment les raccorder et pour éviter leur procidence. Boire beaucoup d'eau, éviter la constipation et ne pas rester en position assise pendant longtemps sont entre autres les consignes à suivre pour éviter l'hémorroïde. Et oui, n'oublions pas de prendre soin de notre santé. Coupe du monde des moins de 17 ans, les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de l'Indonésie. Les aiglonnés maliens ont perdu aujourd'hui devant l'Espagne 1-0. C'est une défaite qui ne compromet pas néanmoins les chances de qualification des jeunes maliens. Le point avec nos envoyés spéciaux en Indonésie, Kodisibi, Sidi Modibo Dambeli. En première période, la densité apportée au jeu par les aiglonnés avait fortement perturbé le tiki-taka espagnol. Les jeunes maliens ont même eu plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score, mais les attaquants n'ont pas pu trouver le cadre.
Et patatras, les événements s'enchaînent au détriment des protégés de Soumaïla Koulibaly. D'abord, un but malien refusé après consultation de la VAR. Ensuite, le carton rouge sévère reçu par le meilleur buteur de l'équipe, Mamadou Doumbia. C'est à partir de là que les espaces s'ouvrent pour l'équipe espagnole. Tout de même continue à la mi-temps, 0-0. La possession de balles est de plus en plus pour l'Espagne en deuxième période, mais les jeunes Maliens tiennent et s'offrent même quelques situations à 10 contre 11. Mais finalement, ce sont les Espagnols qui parviennent à marquer un but à la 62e minute par Juan Hernandez. Des occasions se créent de part et d'autre avec des ratés incroyables. Malgré les efforts du côté d'un autre, l'Espagne conserve son avance et l'emporte 1-0. On n'est pas éliminé, c'est une compétition de 4 en poule et puis voilà, nous toujours on a l'avantage aujourd'hui parce que même si on a perdu, on reste en deuxième position. On va jouer contre le Canada qui a perdu ces 2 matchs aujourd'hui, ils ont perdu encore. Bon, nous c'est notre finale aussi qu'on va jouer le jeudi pour prendre les 3 points pour se qualifier. Les Aiglonnais doivent attendre la 3e journée jeudi face au Canada pour assurer leur qualification. Bonne chance les jeunes pour la suite. Nous revenons sur cette nouvelle. La vigilance des forces armées maliennes a permis de détruire un blindé de la MINUSMA bourré d'explosifs détenus par les terroristes ce lundi au cours de leur avancée vers Kidal. Les FAMA rassurent les populations que les mouvements s'effectuent avec professionnalisme. C'est la fin de cette édition. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Un proverbe africain dit que la volonté, le courage et l'action sont 3 choses essentielles pour atteindre ces objectifs. Ensemble pour une nation unie et plus forte. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu.